Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Damien Canives. Bonjour Sarah Lecoeur. Pour m'accompagner aujourd'hui. Ah bah toujours, je vous lâcherai jamais. Notre invitée du jour est une femme puissante et influente dans le monde de la cuisine, auréolée de 2 étoiles au guide Michelin. Elle rejoint le jury de Top Chef pour une saison qui s'annonce exceptionnelle. Stéphanie Lequelec, bonjour. Bonjour à tous les deux. Pour les 15 ans de Top Chef qui démarre ce mercredi 13 mars sur M6, un casting 15 étoiles que vous intégrez. Il est composé exceptionnellement de 6 chefs. Hélène Darroze, bien sûr, Paul Perret, Philippe Etchebest, Glenn Vielle, ça c'est les historiques. Et puis 2 nouvelles recrues, Dominique Crenn et vous. Est-ce que vous avez hésité longtemps avant de dire oui quand la production vous a proposé d'être membre du jury? Pas très longtemps parce que c'était aussi le moyen pour moi d'aller au bout de mon histoire avec Top Chef. Je trouvais que c'était le moment aussi de faire un petit partage d'expérience avec tous ces candidats et puis très séduite par cette idée des 6 chefs, des 2 brigades, des 15 ans, 15 étoiles. Enfin voilà, je crois que le cocktail était réussi pour me convaincre rapidement. Il faut rappeler que vous avez remporté la saison 2 de Top Chef, c'était en 2011. Il y a pile 13 ans aujourd'hui. Ça vous a fait quelque chose de retrouver les plateaux de Top Chef 13 ans après? Évidemment, beaucoup d'émotions. Je me suis beaucoup projetée à travers les candidats quand ils étaient parfois en difficulté, quand ils ont découvert pour la première fois le plateau, les premières épreuves. Enfin, ça a été. J'étais très connectée avec eux parce que je suis passée par là. Je sais mieux que quiconque ce qu'ils sont en train de vivre au moment des épreuves, quoi. Et puis à travers toute l'évolution du concours. Et vous avez continué à regarder l'émission pendant toutes ces années? Alors, pour être honnête, pas toujours. J'ai même eu du mal à regarder ma propre saison parce qu'on a toujours un petit peu du mal parfois avec sa propre image. Et puis après, finalement, prise par mon métier, je suis toujours dans ma cuisine généralement le mercredi soir ou même à l'époque le lundi. Donc, en revanche, il y a une saison que j'ai regardée, celle du confinement où là, par obligation, j'étais à la maison. Donc, j'ai suivi, il y avait les plateaux télé avec mes enfants et mon mari et on était assidus. Vos enfants regardent aussi. Voilà. Donc là, vous passez de l'autre côté, du côté des juges. Alors, quel juge serez-vous dans cette 15e saison? Vous êtes le good ou le bad cop, Stéphanie? Non, je suis plutôt en toute bienveillance. Et puis, on est plus des coachs que des juges, d'ailleurs. Hein. On est plutôt là pour les accompagner, plutôt là pour essayer d'aller déceler le potentiel. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup dans cette 15e saison, les candidats. Et puis, d'arriver à les faire se libérer et s'exprimer dans leur mode d'expression. On n'est pas là pour les faire changer de style. Ou voilà, on est là plutôt pour les prendre par la main, les accompagner, les secouer parfois, mais je suis plutôt non, je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question, mais je pense que j'ai plutôt été good cop. Hein. Ouais. Est-ce que la production vous demande de jouer un rôle à un moment donné? Jamais. Ils vous disent pas, oh, il faudrait que tu sois peut-être un peu plus sévère dans tes commentaires. Non, on est très très libre. Hein. La production nous fait toute confiance parce qu'ils nous ont choisis aussi pour nos personnalités, notre façon de coacher. Donc on est tous les 6 assez différents. D'ailleurs, donc en fait, ils nous laissent plutôt cultiver notre personnalité et notre façon de coacher. Alors la nouveauté cette saison, c'est qu'il y a 2 brigades au lieu de 2. Donc d'un côté la brigade grise. Au lieu de 4, pardon. Ouais. Donc on aura d'un côté la brigade grise, ça c'est celle des garçons, si on peut dire ça comme ça. On peut le dire, oui. Avec Paul Perret, Philippe Etchebest et Glenn Vielle. Et puis de l'autre, c'est la brigade orange, celle des filles avec Hélène Darroze, Dominique Crenn et vous. C'est quoi votre point fort par rapport aux hommes? Dites-nous tout pour la brigade orange. D'abord, je suis entourée d'Hélène Darroze qui quand même 10 années de coaching et de jury Top Chef, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est quand même l'expérience d'Hélène parle beaucoup. C'est 3 étoiles Michelin aussi. Et puis Dominique Crenn, 3 étoiles à San Francisco, un électron libre, une chef qui est très solaire, beaucoup dans le sentiment, dans l'émotion, autodidacte. Donc en fait, on est très complémentaires toutes les 3. On s'entend très bien, on est très copines dans la vie. Donc notre atout, je dirais que c'est notre complémentarité et puis on n'a pas été dans la compétition tout de suite, vous voyez, donc on a plutôt vraiment été dans le partage et la transmission avec les candidats. Mais bon, on a quand même pas perdu de vue qu'il fallait gagner. Hein. Ouais, et pourquoi avoir séparé les chefs hommes d'un côté et les chefs femmes d'un autre? Je pense que ça s'est fait assez naturellement par affinité parce que Paul, Glenn et Philippe sont très très copains eux aussi dans la vie. Donc je crois que c'était un choix et ça s'est fait comme ça. Donc après c'était aussi rigolo finalement.
voilà, parce qu'on n'est pas vraiment dans la compète et on n'est pas vraiment dans l'opposition. Il y a pas, c'est pas une guerre fille-garçon, c'est pas le but, mais on était vraiment par affinité, je crois, de bande de copains et de copines. Et vous êtes bien entendu entre filles sur la sélection des candidats et le coaching aussi? Oui, là aussi, ça s'est fait assez naturellement, puisque finalement, on s'est fait confiance pour aller chercher dans ce premier épisode, vous allez voir les talents qui vont constituer nos équipes. Donc chacune y a été vraiment au feeling et a fait confiance aux deux autres pour amener les talents et avoir une complémentarité dans l'équipe. Et après, sur le coaching, là aussi, ça s'est fait de manière très naturelle. Souvent, on est quand même à l'unisson, on goûte relativement de la même manière. Après, ça s'exprime différemment dans nos assiettes, mais tout s'est fait vraiment de manière fluide et naturelle. Et vous recherchez quoi chez un candidat? La personnalité, d'abord, qu'il ait vraiment déjà envie d'exprimer, qu'il ait vraiment une sensibilité de cuisine et quelque chose à raconter. Un peu de technique, évidemment, même si la technique pour la technique ne nous a pas forcément intéressés. Ce qu'on va chercher, c'est vraiment sa personnalité culinaire. C'est vraiment la personnalité plus que la technique qui vous intéresse. Oui, parce que la technique, on est aussi là pour faire un partage d'expérience, alors que le propos, la personnalité, c'est vraiment intuitif personnel, donc on ne va pas pouvoir lui apporter ça. Donc la technique, ça se gagne. La personnalité, la sensibilité, c'est inné. Et vous allez participer à l'épreuve Qui peut battre? Ça, c'est beaucoup de pression pour vous? Oui, ça c'est une grosse pression. Alors pareil, j'ai pas hésité longtemps quand la production nous a proposé, et en plus de le faire avec Dominique, parce que ça a été pour moi l'occasion de faire un premier 4 mains avec Dom que j'adore. Donc on s'est d'abord beaucoup amusés toutes les deux à essayer de relever le défi. Et puis c'est une pression parce qu'on a moins de temps que les candidats, parce que clairement on peut pas perdre. On peut pas à la fois essayer de leur donner des conseils, de les coacher, et puis se laisser battre, même s'ils sont beaucoup de talent. Donc on avait une petite pression. Bon. On a hâte de découvrir ça. Et alors, comment était l'ambiance en coulisses? Parce que j'imagine que vous les connaissez tous, les chefs qui composent ce jury. Il paraît qu'il y a eu des soirées assez festives. Une soirée karaoké, on m'a dit. Une autre à podium. Oui, sur la fin de tournage, c'est vrai qu'on s'est un petit peu plus... Bon, parce que voilà, il y avait le groupe des copains et des copines, mais à tous les 6, on fait une sacrée bande de copains aussi. Et effectivement, c'est ce qui transpire, je trouve, aussi après dans les épisodes. C'est-à-dire qu'on a une forme de complicité tous, et on a fait un petit peu la fête, notamment il y a eu mon anniversaire, ce fameux karaoké, donc voilà, effectivement. Vous connaissez sur le bout des doigts les chansons de Dalida. Mais qui vous dit ça? C'est incroyable. On a des bonnes sources au Figaro. Mais disons qu'on est assez, alors on chante très mal, on pourrait pas, voilà, mais on s'amuse beaucoup tous les 6, Et vous connaissiez vraiment tous les chefs qui sont présents à vos côtés? Vous les connaissiez déjà? Oui, certains mieux que d'autres. Je connaissais plutôt bien Philippe, assez bien Glenn aussi. Paul, ça a été une vraie rencontre. On s'était croisés 2-3 fois, mais on se connaissait pas bien. Hélène et Dom, je les connaissais plutôt bien aussi. Donc, mais tout ça a quand même renforcé nos liens, quoi qu'il arrive, parce que quand vous passez autant de temps tous ensemble, et ce qui était très sympa, on parlait vraiment cuisine aussi, donc c'est très enrichissant d'un point de vue très personnel aussi. C'est-à-dire que ça permet, c'est aussi une récréation, une bouffée qui nous fait du bien, je crois, de se retrouver sur Top Chef. Et alors, on le disait au début, vous avez gagné la saison 2 de Top Chef en 2011. Quelle est la différence entre le Top Chef d'hier et le Top Chef d'aujourd'hui? Puisque vous avez fait les deux oui, alors d'abord, dans les mêmes rôles. Mais... Absolument. D'abord, moi, j'ai un peu essuyé les plâtres, si je puis dire, du programme, du concours, puisque en saison 2, il n'y avait pas la crédibilité que Top Chef a. Donc, effectivement, on était en construction de l'image de Top Chef. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tout a changé. Et nous, on avait des jurys qui vraiment faisaient état de jury. Donc, on n'avait pas beaucoup de contact avec les chefs, Jean-François Piège, Thierry Marx, Christian Constance, les chefs de l'époque. Alors que là, on est vraiment dans le partage et dans la transmission. Donc là, cette histoire de brigade qui est là depuis quelques années, je trouve que c'est vraiment très positif pour les candidats parce qu'on vient vraiment vivre une aventure culinaire ensemble et on est là pour du partage d'expérience. Et ça, je trouve que c'est très vertueux en fait. Donc je trouve que ce nouveau format, et cette année particulièrement avec les 2 brigades, où d'un seul coup, chaque candidat a 3 chefs pour lui. Donc c'est encore plus riche en termes de partage d'expérience. Est-ce que vous avez parfois le sentiment, que le spectacle prend parfois le pas sur la cuisine? C'était Jean-François Piège qui était à votre place il y a quelques semaines de ça, qui avait le sentiment que parfois on était un peu trop axé sur le spectacle que la prestation culinaire en soi. Je ne suis pas persuadée, en tout cas sur cette saison, pour l'avoir vécu au quotidien, j'ai
pas spécialement ce sentiment-là. Je pense qu'il y a eu des épreuves très riches avec des chefs invités qui ont lancé des thématiques et des défis aux candidats d'un assez haut niveau, qui les ont obligés à réfléchir cuisine, à se transcender. Je suis pas persuadée, en tout cas je l'ai pas vécu comme ça moi de l'intérieur. Et l'autre différence aussi, c'est que désormais les candidats ont des books pour préparer les épreuves. Vous, à l'époque, vous n'aviez pas une petite aide avant l'épreuve. Non, ce qui explique aussi qu'ils ont des réalisations de plus en plus précises, difficiles, et puis de plus en plus, ils ont un propos qui est quand même plus pointu. Alors, ils n'ont pas vraiment la vraie thématique de l'épreuve. On leur donne comme ça une idée de pistes sur lesquelles ça pourrait ou ne pas tomber, mais noyer dans des choses qui ne tomberont pas aussi. Mais en tout cas, ça permet d'aiguiller et qui travaillent un petit peu en amont. Vous, à l'époque, vous découvrez tout en plateau. C'est pour ça que je vous dis qu'on a aussi un peu essuyé les plats. C'est-à-dire que c'était vraiment, voilà, quand on était sur le plateau avec Stéphane Rothenberg, qui disait, bon, bah voilà, vous allez avoir 2 heures pour cuisiner, je vous dis n'importe quoi, un goûter d'anniversaire pour 10 enfants affamés. Et le chrono partait, on allait au garde-manger, c'était vraiment le cas. Et concrètement, vous y avez appris quoi, Top Chef? Vous avez vraiment appris à cuisiner dans cette émission? Alors, on n'apprend pas à cuisiner dans Top Chef, on est cuisinier avant. C'était d'ailleurs la vraie différence entre Top Chef et d'autres programmes de chaînes concurrentes, où effectivement, quand on est cuisinier quand même à la base. Donc moi, j'avais un parcours 2 et 3 étoiles Michelin, qu'avec des chefs meilleurs de France, j'étais sous-chef d'un 2 étoiles, donc j'avais quand même mon métier dans les mains. En revanche, ça a été d'abord très désinhibant pour moi, parce que je suis une ancienne timide. Alors, ça fait toujours rire les gens quand je le dis aujourd'hui, parce que je me suis bien guérie, je me suis bien soignée, pardon. Mais ça a été très désinhibant, ce côté vraiment exposition médiatique m'a aidé aussi à prendre confiance en moi, quelque part. Et culinairement, pour le coup, c'est la rencontre avec Jean-François qui était visiblement à cette place il y a quelques jours, qui m'a poussée à assumer ma cuisine, parce que j'étais profondément, finalement... classique, je faisais la cuisine de mon chef avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'abnégation, et Jean-François m'a poussé à me révéler et à assumer. Il m'a dit, mais en fait, tu fais une très bonne cuisine, c'est classique, c'est très bien exécuté, c'est parfait, mais ça manque parfois un peu d'émotion, parce que finalement, tu ne livres pas qui tu es dans une assiette. Et là, cette rencontre, d'un seul coup, a été une révélation pour moi. Je me suis dit, il a raison, il m'a dit, bonne ou mauvaise, ta cuisine, il faut la faire, il faut l'assumer. Et donc, ça a été le début, effectivement, du développement de mon identité culinaire, vraiment. Donc, ça m'a poussée à être qui je suis aujourd'hui en cuisine. Et on va en parler juste après, mais je voudrais juste un mot sur Top Chef, où vous êtes revenu régulièrement depuis votre victoire pour lancer des épreuves. Oui, ces dernières années, oui. Oui, l'année dernière, vous étiez présente lors des quarts finales de l'émission. C'est une émission incontournable pour un chef installé aujourd'hui, Top Chef. Il manque quand même à l'appel, je note, Alain Passard et Michel Troisgros, qui ne sont toujours pas venus. C'est les seuls, quasiment. Oui, même si vous verrez, il y a quand même la famille Troisgros. Il y a les fils. Voilà, il y a les fils. Il y a César et Léo qui viennent et qui ont porté une épreuve formidable. Ils ont été formidables, César et Léo. Et les candidats ont eu beaucoup de chance de les avoir. Mais Alain Passard, je ne sais pas pourquoi. Il y viendra peut-être. mais en tout cas, oui. Je ne sais pas si c'est incontournable. Mais en tout cas, en tant que chef invité sur les dernières années, j'avais toujours plaisir à venir porter une épreuve. Et je crois que les chefs qui sont venus cette année encore ont plaisir, en tout cas, à porter ces défis aux candidats. Parce qu'effectivement, oui, Top Chef est devenu quand même, il y a un petit peu incontournable dans le paysage, donc ça fait toujours du bien d'avoir ces grands chefs qui viennent partager avec, et je pense que c'est un échange assez vertueux, je veux dire, tout le monde en tire, j'aime pas le mot profit, mais en tout cas, mais en tout cas, tout le monde y tire une bonne expérience, je pense. Et est-ce que ça a changé? Est-ce qu'à une époque, il y avait une sorte de snobisme du monde de la cuisine vis-à-vis des émissions de divertissement? Probablement, oui. Probablement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je pense que j'en ai fait les frais, entre guillemets. Je pense que, effectivement, en 2011, quand je gagne Top Chef, le programme n'est pas installé comme il l'est aujourd'hui. Donc, effectivement, on a cette image un peu télé, voilà, c'est saltimbanque, voilà. Tiens, on n'a jamais entendu parler de moi auparavant, par définition. Pourtant, mon parcours et je fais de chef étoilé, de chef meilleur de France, etc. J'avais 28 ans à l'époque. Et donc, quand je sors de Top Chef, que je gagne et que quelques mois après, je prends la direction des cuisines du Prince de Galles à Paris, c'est vrai que je suis attendue avec un petit peu d'appréhension. Tiens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle qui a gagné un programme télé. Voilà, donc est-ce qu'elle est crédible, en fait? Est-ce qu'elle est crédible? Donc après, mais encore une fois, après, c'est le métier qui parle, c'est la cuisine. Et puis quand on fait les choses avec sérieux, finalement... Puis vous l'avez prouvé, puisque seulement 4 mois après votre arrivée au Prince de Galles, vous avez décroché une étoile.
puis une deuxième, et puis après vous ouvrirez la scène, et puis pareil, 2 étoiles, vous ajouterez. Alors, je vais citer François-Régis Gaudry, qui est critique culinaire, qui dit que prendre 1 étoile, c'est 5 minutes de bonheur et des années d'emmerde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez ça, Stéphanie Lequelec? Je ne sais pas si c'est des années, d'emmerde, mais en tout cas, c'est des années où on continue à être en quête d'excellence. Je pense que quand on rentre dans le système du guide Michelin et des étoiles, on y rentre avec bonheur parce que ça récompense des années de travail et on se prend au jeu de continuer à vouloir s'améliorer parce qu'un cuisinier, qui soit dans un guide ou pas d'ailleurs, n'a de cesse d'avoir envie de faire évoluer sa cuisine et d'être en quête d'une forme d'excellence pour ses clients. Donc effectivement, en tout cas après une première étoile, on continue d'essayer de s'améliorer. Donc un jour ça en appelle une deuxième parfois et puis on continue de vouloir s'améliorer. Donc en fait c'est un espèce de cercle, là encore je pense assez vertueux finalement parce que être cuisinier c'est se renouveler en permanence, c'est ne cesser d'apprendre, ne cesser de grandir et de faire éclore une cuisine qui toujours essaye d'aller faire davantage encore plaisir aux clients. Et vous, aujourd'hui, vous visez les 3 étoiles? Je pense pas qu'on vise ou pas 1, 2 ou 3 étoiles. Je pense que je suis dans un système effectivement de quête d'excellence, donc j'ai envie de continuer à faire progresser ma maison. Mais ça passe davantage quand je me lève le matin par comment se renouveler, comment avoir une cuisine toujours au goût du jour, qui corresponde aussi à ce que je suis à 42 ans, qui n'est plus ce que j'étais à 35 ans. Donc voilà, et si un jour, c'est emmener sa maison dans une forme de cohérence qui fait que vous devenez singulier, que le moment que vous faites vivre à vos clients quand il vient chez vous, il est singulier, il est suspendu, il ressemble à aucun autre. Alors après, ça vaut 1, 2 ou 3 étoiles, mais c'est pas ce qui me fait me lever le matin. En tout cas. Vous mettez pas la pression avec ça? Non, je me mets la pression pour mes clients davantage. Après, je vais pas être hypocrite. Si un jour on a le bonheur d'obtenir une 3e étoile Michelin, c'est une forme de Graal, de consécration, et surtout pour une équipe. C'est-à-dire que c'est pas que moi. Un restaurant, c'est même presque pas moi. Moi, je donne l'impulsion, mais c'est une équipe, et donc c'est très motivant forcément pour une équipe. Mais c'est pas le leitmotiv quand on se lève le matin. Alors le guide rouge est souvent critiqué. Ce même François-Régis Gaudry estimait dans notre émission que c'est une forme de dictature qui devrait se réformer. Il récompense des jeunes chefs un peu trop hâtivement selon des critères qui correspondent à l'époque. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Leurs récentes décisions ont fait polémique. Je pense quand ils ont retiré les étoiles au multi-récompensé Guy Savoy. Jean-François Piège, qu'on mentionnait tout à l'heure, a abandonné l'idée d'avoir 3 étoiles. Quel est votre avis sur ce guide rouge tant contesté? Moi, ce serait très malvenu d'aller le contester, alors même qu'il m'a récompensé depuis plus de 5 ans de 2 étoiles Michelin. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus avoir une forme d'ingratitude. En tout cas, si ça ne me convenait plus, je l'aurais dit, je ferais une autre forme de gastronomie, ce qui n'est pas le cas. Après, je crois que, encore une fois, les clients, le bouche à oreille, tout ça, donne des fondements assez forts d'une cuisine. Donc en fait, il n'y a pas que le guide non plus. Il y a aussi quand même la fréquentation d'une maison, la clientèle, ce sont aussi des baromètres forts. Donc après les voies du Michelin sont impénétrables et ça reste un guide qui a ses méthodes, sa façon de, non pas de juger, mais de classifier en fait les tables et de recommander à ses lecteurs certaines tables ou non à un certain niveau, 1, 2 ou 3 étoiles. Ou on peut parler aussi des bibles gourmands par exemple. Donc voilà, après je suis étant dans le système, je suis très mal placée pour le juger et éventuellement le critiquer, ce qui n'est pas le cas de François-Régis qui est souverain dans ses analyses. Bien sûr. Alors justement, Stéphanie Lequelec, votre activité est protéiforme. Vous êtes à la tête de la boutique traiteur et pâtisserie MAM, ainsi que de l'établissement Vive, maison mère dédiée aux produits de l'océan. Vous êtes également maman de 3 enfants. Comment vous faites pour gérer un emploi du temps aussi chargé? D'abord, je crois que j'ai besoin de tout ça. C'est-à-dire que je suis un peu boulimique, non pas de travail, parce que j'ai même pas l'impression de travailler. Je crois que c'est une espèce de mode de vie. Mon métier, ma passion et tout ça s'imbrique très très bien aujourd'hui. Voilà, les journées sont bien remplies, les week-ends aussi. En fait, il n'y a pas de dissociation entre vie privée, vie professionnelle. Je suis sans arrêt en train de mêler tout ça de manière assez harmonieuse, pas facile tous les jours évidemment, mais je crois que j'ai besoin de ça aussi. Je pense que je ne sais pas être mono-projet ou mono... Voilà, je crois que même ma cuisine aux 2 étoiles est meilleure quand je fais plusieurs choses, quand je rencontre des gens, quand je sors de ma cuisine, quand j'y reviens. Je crois que j'ai besoin de ça, d'être stimulée intellectuellement pour faire une cuisine qui aujourd'hui soit au niveau où j'ai envie qu'elle soit.
Et c'est plus dur aujourd'hui le métier avec l'inflation, la difficulté à recruter également. Et puis quand vous voyez la colère des agriculteurs. Je pense que chaque époque et chaque métier, enfin je veux dire, il n'y a jamais rien de facile et tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Après que l'époque soit pas évidente, oui, l'inflation sur les produits est un sujet parce qu'on ne peut pas la répercuter à nos clients dans sa totalité parce que à la fois ce serait pas juste et puis que ça signerait un côté vraiment définitivement inaccessible de nos tables et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc effectivement, il faut trouver les solutions. Sur le recrutement, il est effectivement challenging. En tout cas, alors pas forcément sur ma maison étoilée, paradoxalement, mais c'est des fois sur mes maisons les plus simples, Vive, vous l'avez dit, ou MAM, où finalement il est difficile, même si aujourd'hui les conditions de travail sont devenues, je dirais, plus proches de ce qu'est la réalité et un quotidien de gens qui pratiquent d'autres métiers que la restauration. Mais oui, c'est difficile. Donc voilà, les agriculteurs, évidemment, on est totalement concernés par leur combat, puisqu'il est aussi le nôtre, mais il y a aussi un impact. Donc oui, c'est jamais évident. En tout cas, moi, depuis 5 ans que je me suis installée chez moi à mon compte à la Seine, c'est pas de tourpeau parce que finalement, il y a toujours quelque chose. Quand c'est pas le Covid, c'est des manifestations. Donc oui, c'est difficile aujourd'hui d'être chef d'entreprise tout court et particulièrement dans la restauration aussi. Oui. S'il y a une saison supplémentaire de Top Chef, vous remettez le couvert ? Je sais pas. Le propos, la question se pose pas aujourd'hui, en tout cas. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette 15e saison. J'y ai trouvé quelque chose de très enrichissant de manière personnelle aussi et j'ai essayé d'être sincère et bienveillante et en tout cas j'ai essayé de faire un partage d'expérience qui j'espère aura été bénéfique aux candidats. En tout cas j'ai des super retours, j'ai gardé des très bons contacts avec la plupart des candidats et voilà, il n'est pas rare qu'ils viennent prendre un petit café, me demander des conseils, me voir à la Seine et ça me fait très plaisir parce que j'y suis allée pour chercher aussi beaucoup d'humains et j'y ai trouvé beaucoup d'humains. Donc après je sais pas, si jamais M6 venait me voir pour une 16e saison, on réfléchirait, on regarderait. En tout cas, moi, j'ai passé une très belle expérience sur cette 15e. Stéphanie, on va vous proposer un petit jeu sur la cuisine. Attention, c'est des sujets, c'est des questions qui font souvent débat et polémique. Les pâtes carbonara avec ou sans œufs ? Alors, avec œufs, mais sans crème. Et sans crème fraîche. Voilà. Ouais. La quiche Lorraine, avec ou sans fromage ? Alors, classique sans fromage. Après, généralement, on aime bien mettre un peu d'emmental quand même ou de comté. Philippe Etchebest met du fromage. Il en met, mais la recette classique n'en met pas. Maintenant, moi, j'en mets aussi, par exemple. Vous balancez vraiment vous balancez. Non, mais la recette classique n'en a pas. Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat, parce que je suis quand même parisienne. Puis vous êtes réaliste, surtout. Le lait avant ou après les céréales ? Alors ça, c'est gros débat. Alors moi le lait avant mais chaud. Alors moi je fais un truc, je le tiens. Alors moi j'adore quand je mange des céréales, j'en mange pas beaucoup, c'est des céréales chocolatées donc le lait chaud après comme ça me fait un petit bol de chocolat chaud. Voilà. Pas mal ça. Pas mal. Pizza hawaïenne, c'est une pizza avec de l'ananas. Ça c'est on est pour ou on est contre ? On est totalement contre. Envoyez-moi, je vous aimais bien. Totalement contre. Non mais vous mangez pas. Non mais rassurez-moi, vous faites pas ça. Je fais ça évidemment. Mais si, on me dit 5 fruits et légumes, je me dis qu'il y a des fruits dedans, vous voyez. Les couverts dans le lave-vaisselle, tête en bas ou vers le haut ? Vers le haut, au risque de se planter sur un couteau quand. Et de se salir les mains aussi. Et puis pour finir, sauce soja salée ou sucrée dans les sushis ? Salé. Définitivement. Très bien. Bon, on vous garde quelques instants encore, Stéphanie Lequelec, pour notre dernière rubrique au suivant. Ce mardi, nous recevrons Denitsa Ikonomova, qui est une ancienne danseuse de Danse avec les stars et qui présente une nouvelle émission sur le tatouage. Alors déjà, une question avant que vous lui posiez votre question. Stéphanie, est-ce que vous pourriez participer à une émission comme Danse avec les stars? Mais en fait, c'est une espèce de rêve un peu secret, mais j'oserais jamais parce que je suis vraiment trop nulle. Mais j'adorerais, moi je suis fascinée, j'adorerais savoir danser, j'adorerais. Ça fait 20 ans que je suis mariée et j'avais à une époque eu envie de traîner mon mari à apprendre un peu quelques danses de salon et il n'a jamais voulu. C'est le grand drame de ma vie. Donc je n'arriverai jamais à ça parce que je suis vraiment trop, pour le coup, trop timide et trop nulle. Je pars de trop loin, mais ça me fascine.
Ah bah voilà, on a une candidate. Non, alors non, mais... Mais là, ça vous demanderait beaucoup de temps, parce que c'est énormément oui, mais voilà, j'ai pas la capacité de faire ça, mais je regrette parce que je trouve ça tellement beau. Oui, c'est vrai que c'est une super émission. Et d'autres émissions comme Mass Singer ou Fort Boyard, par exemple, ça aussi, ça vous dirait? Non, pas forcément, parce que je serais pas dans mon élément et je serais très... Pour le coup, je me recroquevillerais, je pense, un peu sur moi-même. Voilà. Pourtant, la cuisine de Willy Rovelli, pardon, mais on parle de cuisine, là. Non, mais j'y arriverai pas. En plus, je suis phobique de tout ce qui est rongeur, etc. Vous me mettez une petite souris comme ça, je suis debout sur la table, je hurle, c'est pas possible. Et maintenant que vous venez de le dire, vous êtes certain que la production vous en réservera le jour où vous y participez. Et c'est pour cela que probablement je n'y participerai pas. Stéphanie, c'est à vous de poser une question à Denitsa Ikonomova. C'est la caméra, c'est celle de gauche, support en bois. C'est à vous, Stéphanie. Denitsa, comment puis-je convaincre mon mari de m'emmener un petit peu plus danser? C'est une bonne question. Ah oui. Il danse pas trop, votre mari, c'est pas son truc. Non, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Bon, et c'est noté. On posera la question à Denitsa Ikonomova qui sera avec nous demain. Merci Stéphanie Lequelette. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Je rappelle que l'on vous retrouve tous les mercredis soirs, dès ce mercredi 13 mars, dans Top Chef sur M6 en première partie de soirée. Et puis bien sûr dans toutes vos adresses parisiennes. On viendra vous voir notamment La Seine qui est votre restaurant étoilé. Merci Damien et le Buzz TV revient demain. Très bonne soirée à tous.